go, you lovely bastards. Even though I don't love you. Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow. But you want me anyway. Cock-a-doodle-doo. Down to the OG. You can't make a tomlet without breaking some Greggs. No offense. Hey. Fuck off. What am I gonna do with a soul anyways? I am the eldest son. Sandy's the angriest fucking vegetable. Call me. My number one boy. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de PIC TV, le podcast où l'on enterre à la fois Logan Roy et toutes les ambitions du roi de la bite, j'ai nommé Roman Roy. Je suis Marie Telling et en duplex du Festival de Cannes se trouve quelqu'un dont la devise est aussi Privacy Pussy Pasta, Anaïs Bordage. Salut Marie. Salut Anaïs. Aujourd'hui, on débriefe l'épisode 9 de Succession saison 4 qui s'appelle Church and State. C'est l'avant-dernier de la série, on approche vraiment du but et on y retrouve tous nos personnages secondaires préférés venus rendre hommage à une brute obsédée par l'argent. Marie, est-ce que tu peux résumer cet épisode en 30 secondes ? Alors, on l'attendait depuis 6 épisodes, la série a vraiment joué avec nos nerfs, mais ça y est, cette fois c'est la bonne, on enterre enfin Logan. C'est l'occasion de constater que la technique du pré-deuil de Roman n'est pas très efficace, puisqu'il s'écroule au début de son discours et sanglote comme, je cite, une scie qui s'apprête à être paralysée. Shiv, elle, est complète de joie par toutes les réactions hyper flatteuses et encourageantes à l'annonce de sa grossesse. Et Ken livre un hommage poignant à son père, mais aussi surtout à l'argent. Bref, c'est du grand Succession. Magnifique. T'as trouvé l'épisode réussi ? Oui, je pense que c'est encore un excellent épisode pour cette saison. Et ce qui m'a vraiment frappée en le voyant, c'est que il faut que les gens réalisent à quel point c'est rare d'avoir une saison de série aussi impeccable et aussi puissante du premier épisode jusqu'à la fin. Alors peut-être que le final sera très décevant, mais là on a quand même 9 épisodes sur 10 qui ont été à 1000% en termes d'intensité. Et en termes de qualité, en fait, d'écriture, de performance, de réalisation, en revoyant les saisons précédentes de Succession, je suis vraiment frappée par la qualité de cette saison 4. C'est pas toujours le cas pour Game of Thrones. On avait vu que c'était pas forcément les meilleures saisons les dernières. Mais là, ils se sont vraiment surpassés et j'ai envie de dire chapeau. C'est vraiment très, très rare en télévision d'avoir une telle constance, en fait. Ça t'a plu, toi ? Oui, totalement, c'est un épisode magistral et ça donne envie en fait d'en voir plus. Donc c'est le meilleur scénario possible pour une série, c'est de s'arrêter sur un sommet. Mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer comment ils vont réussir à tout boucler et à donner une fin qui ressemble vraiment à une fin. Donc je suis très curieuse de voir la suite. Mais c'est vrai que pour moi, cet épisode, ça fait pas vraiment avant-dernier épisode. J'ai envie de voir 10 autres épisodes derrière. Donc c'est en même temps un énorme compliment pour la série parce que ça veut dire qu'elle est vraiment sur une lancée absolument remarquable. Mais ça me questionne aussi pour le final. Ce qu'on sait, c'est que le final va être très long. A priori, déjà cet épisode-là, il dure 1h15. On dépasse largement la durée typique d'un épisode de Succession qui fait généralement pas plus d'une heure. Et à mon avis, le final, on part sur au moins 1h30. Oui, donc la taille d'un film, quoi. Voilà, c'est ça, et qui fait quasiment 2 épisodes de série. Donc, je pense que effectivement, on n'aura jamais une conclusion à tout, mais c'est pas plus mal. Au lieu d'avoir un joli ruban sur chaque intrigue, on va juste avoir, je pense, quelque chose qui risque d'être surprenant et sans doute un petit peu frustrant, mais de la meilleure des manières. Enfin, quand je pense à d'excellents finales comme Mad Men, par exemple, ça s'est pas du tout fini comme j'imaginais que ça allait se finir, et ça laisse plein de choses en suspens, mais d'une manière qui est très réussie. Donc, je pense que le meilleur scénario possible pour Succession, ce serait sans doute ça, en fait. Et donc, dans cet épisode 9, on reprend juste après les élections et on voit déjà les retombées de la décision des Roy, y compris une page de double enquête dans le New York Times sur la décision d'ATN et les désaccords entre la fratrie. J'ai mis pause, moi, sur je sais pas si tu as fait pareil, mais sur l'image avec la double page du New York Times pour lire un peu les détails. C'est très marrant. En fait, l'enquête présente un peu les personnages principaux. D'ailleurs, Tom est un peu vexé de ne pas être détaillé et d'être juste nommé sans avoir son propre paragraphe, quoi. Le New York Times a des très bonnes infos, de très bonnes sources en interne, puisqu'ils disent que Roman est un grand supporter de Mencken, que Shiv est passionnément opposée à Mencken, ou en tout cas elle l'était à ce moment-là, et de toute évidence était bouleversée par le déroulé de la soirée, que Ken, lui, n'était pas convaincu par Mencken, mais n'a rien fait contre la décision de déclarer le Wisconsin comme gagné, et qu'il était hautement complice de la décision finale, et que Connor est un converti de la dernière heure. Est-ce que tu crois qu'il y a eu une fuite en interne, peut-être de Shiv, pour parler au New York Times ? En fait, il y a d'autres choses qui sont dites. Darwin est interviewé. Il est cité.
et il dit qu'il regrette amèrement sa décision. Donc, c'est cité en off. Il n'a pas parlé directement au New York Times, mais clairement, ils ont eu des sources d'employés d'ATN en interne. Et ce qui est très drôle dans le paragraphe sur Darwin aussi, c'est que le New York Times dit qu'il y a un facteur quand même qui atténue sa décision, c'est qu'il a subi un accident qui l'a rendu aveugle au moment des faits. Donc, le wasabi a aussi eu son moment de gloire dans le New York Times. C'est génial. Mais non, mais merci pour tous ces détails parce que non, moi, j'ai pas fait pause. En fait, j'ai même pas pu voir l'épisode une deuxième fois, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire pour préparer ces épisodes, puisque en étant à Cannes, j'ai vraiment... Enfin, je dors 4 heures par nuit. Je compte les minutes que j'utilise pour aller aux toilettes. Je les compte dans mon planning. C'est comme Shiv quand elle doit programmer son deuil. C'est un peu ça. Et en fait, là, quand j'ai reçu le screener, j'avais même pas le temps de rentrer à l'appart pour le regarder. Donc, j'ai regardé le screener de l'épisode 9 de Succession dans la salle de presse de Cannes. Et j'étais penchée sur mon ordi en essayant de cacher l'écran parce que je me disais, je veux vraiment pas que quelqu'un vienne m'engueuler parce qu'ils sont en train d'être spoilés en plein milieu de la salle de presse. Donc, du coup, j'ai même pas fait pause. J'osais rien faire parce que je me disais, il faut que ce screener passe le plus vite possible pour surtout pas déranger qui que ce soit. Donc, merci, je m'en remets à toi pour tous les détails parce que j'ai pas relevé forcément autant de choses que d'habitude, quoi. Sur les détails, justement, il y a un élément dont je voulais parler et qui me chagrine un tout petit peu. C'est le seul petit bémol que j'ai dans ces épisodes, c'est la chronologie. Parce que moi, ça me surprend beaucoup. C'est même pas que ça me surprend, je trouve ça complètement incroyable que le New York Times ait une enquête sur les coulisses d'une telle décision dès le lendemain matin, en fait. Parce qu'on comprend à la fin de l'épisode 8, Kendall dit à Rava « Je te vois demain pour les funérailles ». Donc, on comprend que les deux événements s'enchaînent. Et là, on a déjà une double page dans un journal, un quotidien, donc qui a été bouclé normalement la veille au soir, sur ce qui s'est passé dans les coulisses, et j'ai vraiment du mal à y croire. Et il y a un autre moment aussi où Tom dit à Shiv, il veut pas être à l'hôtel parce que les gens le connaissent à l'hôtel, et on comprend que c'est parce il y va tellement souvent que les gens commencent à le connaître et que ça le déprime. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être que c'est juste qu'il connaît des gens là-bas. Mais en tout cas, en fait, ils se sont séparés et ils ont eu leur grosse dispute il y a 2 jours. Donc, il a passé seulement 2 nuits à l'hôtel. Si on suit la chronologie des épisodes, peut-être que je suis beaucoup trop... J'avais pas pensé à ça, mais tu as raison. C'est vrai que moi, ça m'a tout de suite fait marrer de me dire ah ouais, Tom hante un peu les couloirs de son hôtel et il saoule tout le monde parce qu'il fait des caprices. Mais c'est vrai que oui, ça fait pas très longtemps en finale qu'il a quitté son appartement, quoi. Ben, c'est ça le truc avec la chronologie de cette saison, c'est qu'on sent qu'ils ont voulu caser autant de choses possibles entre la mort de Logan et les funérailles, parce qu'il fallait qu'il y ait des rebondissements dramatiques et des choses comme ça. Donc, ils ont quand même été à Los Angeles, en Norvège. Il y a eu 6 épisodes quand même, ou 5 entre les deux. Et en fait, ça fonctionne, évidemment, mais pour vendre ça, et parce qu'on ne peut pas attendre 3 semaines avant d'enterrer quelqu'un, ils nous font croire quand même qu'on est presque en temps réel avec un épisode par jour, et parfois, ça défie un petit peu le bon sens au niveau de ce qui est possible et réalisable pour des êtres humains. Mais après, bon, je choisis de pas trop m'y attacher, parce que ça fonctionne quand même très très bien au niveau de l'écriture. On n'est pas du tout sur la saison 7 de Game of Thrones, où ils étaient en train de voyager aux 4 coins du monde en 2 minutes. C'est un tout petit bémol, mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion quand même, quoi. Bah, surtout que là, en fait, la timeline très condensée permet d'ajouter une telle tension à chaque interaction entre les personnages, parce qu'on sait qu'ils sont encore dans un deuil extrêmement vif. Ils ont perdu leur père avec qui ils entretenaient une relation très complexe il y a à peine quelques jours. Et donc, ça permet de voir tous leurs agissements sous un autre jour. Donc, ça marche très, très bien, mais c'est vrai que tu as raison sur les incohérences, je n'avais pas forcément relevé. Puis même le fait qu'ils aient fait tout ça avant les funérailles, même pour une famille d'extra riches qui gère une entreprise mondiale, c'est quand même difficile à croire. On l'a dit et on l'avait prédit, ces funérailles sont l'occasion de retrouver pas mal de personnages secondaires qu'on aime beaucoup, même presque tous les personnages secondaires sont de passage, sauf Stewie, je l'ai pas vu, ça m'a un peu déçue. Mais il y a Ewan, le frère de Logan, que moi j'étais très très heureuse de revoir. Il y a Marcia, évidemment. Il y a Caroline, la mère des enfants. Il y a Kerry, la maîtresse de Logan. Il y a Peter, le mari de Caroline. Est-ce qu'il y en a un qui t'a fait le plus plaisir de retrouver ? Moi, j'adore Johan et Caroline parce qu'ils sont très brutaux à la manière des Roy. Donc, ça fonctionne très, très bien. Et puis, ça permet d'ajouter un peu de nouveauté dans les sarcasmes et les pics que la famille s'envoie d'habitude. Mais j'avoue que ce que j'ai préféré là avec les retours, c'était le retour de Kerry. J'ai adoré en fait la scène qu'elle partage avec Marcia et Caroline et Sally Ann. Oui, Sally Ann. Qui était la Kerry de Caroline.
D'ailleurs, on découvre que Logan avait vraiment un faible pour les brunes aux yeux noirs quand même. C'est clair. Au moins, il restait dans un type, très précis. En fait, cette scène m'a beaucoup surprise parce qu'elle m'a vraiment émue et on s'attend au départ à ce que ce soit encore, juste, toutes ces femmes, qui ont été rivales en fait, qui s'écharpent et à l'inverse, maintenant que Logan est mort, elles trouvent une espèce de solidarité entre elles et de sororité. Elles commencent à faire des blagues, sur le fait qu'il va plus grincer des dents dans son sommeil et en fait, ça crée une sorte de connivence puisqu'elles ont toutes, quand même, sans doute souffert à cause de Logan et j'ai trouvé ça très beau, en fait et j'adore l'actrice qui joue Kerry, je la trouve très, très bonne. Elle a, à peine 2 minutes dans cet épisode, mais elle a un impact, très, très fort, et on sent qu'elle est très émue par la mort de Logan alors qu'elle est passée pour une gold digger, une meuf vénale depuis le début et en fait, on comprend qu'elle était quand même, très attachée à lui. Oui, et d'ailleurs, en fait, cette scène, moi, quand Caroline arrive et vient chercher Kerry, j'ai cru qu'elle allait. J'ai même marqué dans mes notes fouteuse de merde, parce que j'attendais ça avec impatience. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Alors, je sais pas si c'était son intention, mais je trouve que justement, cette scène, et Marcia, qui avait été assez odieuse avec Kerry il y a quelques épisodes, mais je pense aussi parce qu'elle se sentait menacée au niveau de l'héritage ou des choses comme ça, dans ce moment, elle a compris qu'en fait, c'était pas du tout quelqu'un de dangereux, je pense, et beaucoup plus généreuse. Et c'est vrai que c'est assez émouvant. L'info de la grossesse de Shiv circule là largement dans cet épisode, c'est-à-dire qu'elle l'annonce à ses frères, elle l'annonce à sa mère, enfin elle n'a même pas besoin de l'annoncer à sa mère. Madsen lui en parle aussi, et Tom lui en parle à nouveau. Et quand même, ce qui est commun dans toutes ces réactions, c'est que personne n'est très enthousiaste pour cette grossesse. Franchement, moi, si j'étais enceinte et que je l'annonçais à mes proches et qu'ils réagissaient comme ça, je songerais à ne plus avoir de proches, en fait. C'est quoi ta réaction préférée dans toutes celles des proches de Shiv ? C'est dur de choisir entre Roman qui commence à faire des blagues sur le fait que c'est lui le père, et qui lui suggère de recoucher avec elle pour en faire un deuxième. Tom qui dit, que si c'était pas, une énorme catastrophe, ce serait sans doute, une super nouvelle. Mais ma préférée, c'est, la mère de Shiv. J'adore la dynamique entre les 2 et je trouve que là, c'est un peu ce que je répète depuis le début de cette saison, mais il y a une espèce de transparence et de frontalité dans leur rapport dans cet épisode que j'ai trouvé assez touchante puisqu'elles sont assez, limite apaisées toutes les 2 par rapport à l'animosité qu'elles partagent et la mère de Shiv, réagit juste en disant, "Blimey, well, well", donc qui est l'équivalent british de "Eh beh". C'est ça. Et Shiv, juste attend qu'il y ait une suite et quand il y a pas de suite, elle lui dit: "Merci" et sa mère lui dit: "Oui, exactement". C'est vraiment juste d'une froideur absolument géniale et en même temps, ça montre que la mère de Shiv, la connaît très bien. Elles avaient eu une conversation dans la saison 3 pour le mariage de sa mère où elle disait que Shiv avait bien fait de ne jamais faire d'enfant parce qu'elle était pas du tout faite pour ça. Donc là, on comprend qu'elle a encore ses doutes sur, les capacités, maternelles de Shiv, quoi. Bah, je pense parce qu'elle fait un petit transfert aussi et elle projette, même Shiv lui dit très bien à la fin qu'elle va s'inspirer de ses propres méthodes pour élever ses enfants qu'elle les verra jamais, quoi. Exactement. Ça promet, mais ça, j'aimerais tellement le voir. Il faut faire un spin-off sur, Shiv maman, quoi. C'est génial. C'est clair, l'enfer sur terre, quoi. Je voulais parler de Tom et Shiv justement aussi, parce que je veux dire à tous les gens qui nous écoutent, ça fait depuis l'épisode en fait de la grosse dispute de Shiv et Tom où j'avais dit, et toi tu avais été assez d'accord avec moi si je me souviens bien, que moi je pensais pas que c'était la fin de leur relation, que je pensais qu'ils avaient crevé un abcès et que peut-être justement il y avait encore un avenir parce que c'est une relation tellement dysfonctionnelle qu'ils allaient peut-être se retrouver à nouveau. Et plusieurs personnes sont venues me voir dans la vraie vie pour me dire que j'étais complètement dans le déni et complètement folle. Et se foutre de ma gueule, surtout après l'épisode précédent, celui qui a suivi donc la grosse dispute, pour me dire « Non mais tu vois, il n'y a pas moyen quoi ». Moi, je te soutiens pareil. Là, il y a vraiment un moment, dans leur conversation à la fin, c'est le seul moment qu'ils échangent, où il y a quand même une tendresse. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une tendresse. Mais il y a un moment où elle voit qu'il est fatigué, elle lui dit « Rentre à l'appartement, va te reposer là-bas ». Et c'est presque une réconciliation. Alors, je sais pas si ça va durer sur le long terme, mais vu ce qu'ils se sont mis dans la tronche il y a 2 jours, ils s'en remettent quand même assez vite. Ça soutient ma théorie et j'y crois, dur comme fer. Je pense que Tom et Shiv, c'est l'OTP de cette série, qu'ils sont tous les 2 horribles et qu'ils vont trouver l'un l'autre dans leur horreur respective et que surtout, Tom a pris beaucoup confiance en lui quand même. Et là, on le voit rarement, on l'a rarement vu comme ça et il est carrément agressif, on l'a dit dans les épisodes précédents. Donc, je pense qu'il peut lui tenir tête beaucoup mieux qu'avant, quoi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, j'y crois à 100% à leur histoire et j'ai aussi trouvé que ce moment était très touchant puisque, on voit aussi la manière dont Tom est,
a été affecté par la mort de Logan. Et c'est vrai qu'il n'est pas très haut dans l'échelle des personnes dont on se soucie, en fait, par rapport à Logan. C'était juste son laquais et son beau-fils. Mais on comprend qu'il est affecté. Et Shiv, elle-même, qui est en train de faire le deuil de son père, a de la compassion pour lui à ce moment-là, comprend que lui aussi, en fait, a des sentiments. Donc ouais, moi, j'ai trouvé ça très touchant. Et la réflexion que je me suis faite dans cet épisode, c'est au moment où Owen dit qu'il y a un moment où Logan a arrêté d'essayer d'être une personne bonne, en fait, une personne digne. Et en fait, dès qu'il a dit ça, j'ai pensé à la conclusion de la série et au fait que là, les 3 enfants, c'est un peu ce qui est en train de se passer aussi. C'est-à-dire que il y a eu une rupture quand même et ils sont tous un peu passés de l'autre côté. Et cette scène-là, pour moi, elle indique que Shiv n'est pas encore entièrement passé de l'autre côté, de la même manière que Roman m'indique qu'il n'est pas encore totalement passé de l'autre côté. Ils aimeraient être les killers dont parlait Logan dans les saisons précédentes, mais ils n'y arrivent pas. Mais pour l'instant, ma théorie, c'est qu'il n'y a que Ken qui a perdu toute humanité en fait au fil de cette série. C'est pas surprenant puisque l'arc narratif de la série a aussi commencé avec lui. Et là, moi, ouais, Shiv, la tendresse qu'elle a envers Tom me prouve que elle est quand même très très loin en termes de manipulation, mais il reste un petit peu d'humanité au fond, quoi. C'est son enfant. C'est ça, au fond de son utérus, quelque part, il reste environ 5 millimètres d'humanité. Non, je plaisante bien sûr. Hein. Je ne souscris pas à la théorie selon laquelle les femmes sont humanisées par la maternité, mais c'est vrai que c'est marrant. Ouais, surtout pas Shiv. Ouais, c'est ça. Mais justement, tu parles de Kendall, on le voit vraiment dans cet épisode et moi, c'est quelque chose qui m'a choquée. Je m'étais jamais vraiment fait cette réflexion à son sujet jusqu'à maintenant. Mais il y a quelque chose dans cet épisode qui est répété, c'est son rapport aux femmes et l'agressivité qu'il a envers 2 femmes en particulier dans cet épisode, envers Rava, où il a vraiment un comportement de compagnon violent, c'est-à-dire qu'il veut utiliser les moyens de la justice pour l'empêcher de partir de la ville. Je comprends qu'il puisse être heurté par le fait que ses enfants ne viennent pas aux funérailles de leur grand-père, mais vu les relations des enfants avec leur grand-père et vu aussi la fréquence à laquelle il les voit, ses propres enfants, j'ai envie de dire, tu as fait ton lit, tu te couches dedans, quoi. Mais surtout, il essaie de bloquer sa voiture, il tape contre les portes de la voiture, il a vraiment un comportement abusif. Et plus tard, il y a une scène avec Jess où il a aussi un comportement abusif. Il commence tout de suite à la culpabiliser. Elle lui annonce très gentiment, et elle voulait pas faire cette annonce ce jour-là, mais qu'elle veut trouver un autre emploi. Alors que c'est lui qui l'a forcée à faire cette annonce à ce moment-là. Il lui reproche tout de suite en disant super moment, bravo, vraiment merci. Et il y a une culpabilisation vraiment horrible. Et je me suis dit, c'est vraiment un enfoiré. Et pire que ça, c'est quelqu'un de très très toxique. Et ça se voit vraiment dans son rapport avec les femmes, quoi. La scène avec Rava m'a rappelé une scène qui se produit un petit peu plus tôt dans la saison et je crois qu'on en avait déjà parlé dans notre débrief où il est aussi dans la rue avec Rava et il se met à lui hurler dessus. Et pour moi, il y avait clairement déjà un tournant à ce moment-là où oui, on sent qu'il est en train de devenir de plus en plus abusif. Ce qui est encore plus tragique là-dedans, c'est qu'on pense à la mère de Connor et à l'histoire de relations toxiques qu'a la famille, justement, et la manière dont les femmes ont été broyées dans la famille. Et là, en fait, il est en train de reproduire exactement la même chose. C'est-à-dire que Rava, ça fait plusieurs épisodes qu'à chaque fois qu'on la voit, elle est complètement au bout du rouleau à cause de Ken et à cause du contexte politique. Mais vraiment, on sent qu'elle est épuisée, qu'elle est terrifiée et qu'elle en peut plus de la relation qu'elle entretient avec lui. Mais c'est vrai que le truc aussi avec la scène avec Rava qui est choquante, c'est que là, on sait que les enfants sont dans la voiture. Donc, ils assistent à cette scène. Et la série ne les montre pas. Mais je trouve que d'ailleurs, c'est intelligent parce qu'on sombre pas dans le mélo. Mais en même temps, quand on pense à ça, c'est glaçant, quoi. Et il y a un fond de violence dans tout cet épisode, puisqu'il y a aussi les tensions suite à la nuit de l'élection. Et d'ailleurs, il y a un moment où eux-mêmes, la fratrie des Roy, sont dans une voiture et sont eux-mêmes agressés, parce qu'il y a des gens qui se mettent à taper sur la voiture. Donc clairement, il y a une espèce de tension hyper présente dans cet épisode. Et d'ailleurs, même la musique a rarement été aussi anxiogène que dans cet épisode. Il y a un passage très spécifique où vraiment, ça faisait musique de thriller, en fait. Et c'est très, très rare que Succession aille vers là. Ils utilisent même le truc de Inception qui est maintenant et dans toutes les musiques de films depuis la bande-annonce d'Inception, l'espèce de... C'est un truc qu'on n'a jamais vu dans Succession justement et qui est vraiment quelque chose de très suspense, quoi. Fuck off. 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 C'est parti pour notre grand classement des personnages de Succession. Qui a un stock en hausse, qui a un stock en baisse, qui s'est écroulé devant un parterre des gens les plus puissants du monde, qui a racheté le mausolée d'un magnat de l'alimentation pour chats, qui s'apprête à devenir une super maman. La semaine dernière, on a assisté à la naissance de Dark Roman.
et la trahison de Shiv a été révélée au grand jour, mais comme toujours avec Succession, tout change très vite. On va commencer par les losers. Marie, qui est ton avant-dernier loser cette semaine? Pour moi, en fait, cette semaine, il y avait qu'un très grand loser, mais j'ai quand même trouvé un autre avant-dernier loser. C'est le discours de Connor. Pourtant, il est formellement inventif. C'est ça. Donc le pauvre Connor qui n'était pas censé parler, et d'ailleurs c'est le seul qui n'a pas parlé, il a écrit tout un discours qui est, je cite, long et dur à suivre, selon les mots de Shiv. Mais donc oui, Willa rétorque que c'est inventif formellement. Ça me rappelle beaucoup d'œuvres que je suis en train de regarder à l'heure actuelle à Cannes. Long et dur à suivre. Et surtout, Shiv lui dit quand même, si tu fais ce discours, on va avoir des problèmes légaux. Et en fait, le pauvre, tous les enfants y passent, le frère y passe aussi, mais Connor, c'est le seul qui y passe pas. Donc son pauvre discours, il est parti à la poubelle. Donc j'ai une petite pensée pour le discours de Connor. C'est qui ton avant-dernier, toi? Je pense qu'on est d'accord toutes les deux sur le plus gros loser de l'épisode, mais j'en voyais quand même pas mal qui étaient des petits losers de l'épisode. Bon, déjà, c'est un enterrement, donc il y en a pas mal qui sont pas en grande forme. Shiv et son discours d'impro au pupitre est quand même en assez basse position. Mencken, qui a fini l'épisode précédent en très bonne position, en étant déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Là, honnêtement, il n'a pas l'air en très bonne forme. On sent qu'il est quand même un petit peu fébrile sur sa capacité à tenir la durée après la nuit de l'élection. Mais pour moi, l'avant-dernier loser, c'est le fœtus de Shiv. Parce que clairement, c'est la. Alors, c'est pas une personne, je ne vais pas faire de discours pro-life, mais c'est un fœtus qui est extrêmement insulté dans cet épisode et moqué par tout le monde, tu l'as dit plus tôt. Et puis en plus, elle boit du champagne rien que pour emmerder Tom à un moment. Donc, je me dis que ce pauvre enfant qui n'existe pas encore part avec beaucoup de handicap dans la vie. Et puis son père, c'est Tom, et sa mère, c'est Shiv quand même. Donc au niveau du patrimoine génétique et traumatique, ça va être dur. Et c'est qui ton... Je pense qu'il peut y avoir qu'un seul loser. Donc c'est qui ton plus grand loser? Le suspense est intenable. Vas-y. Ça commence par un R et ça finit par Oman. Ouais, bah, en fait, à partir du moment où la nation entière est en train de virer à l'émeute suite à une élection contestée, que tu viens d'enterrer ton père sans parvenir à faire un discours dont tu étais très sûr parce que tu es juste submergé par une émotion que tu as essayé de refouler depuis plusieurs jours et que tu finis l'épisode en allant dans les émeutes et en cherchant clairement à ce que tout le monde te casse la gueule. C'est un niveau de masochisme rarement vu à la télévision. Ça me rappelle la sénatrice dans House of Cards qui se faisait tatouer une énorme fleur sur la hanche parce qu'elle aimait souffrir. Je ne sais pas si tu te souviens de cette meuf, mais j'avais trop aimé, c'était hyper émo. Et là, c'est vraiment ça. Enfin, il va dans une manif de gens qui sont contre lui, qui le détestent, et il cherche à se faire taper et il finit à terre. Donc, on ne peut pas faire plus bas que Roman dans cet épisode. Ouais, c'est vraiment la déchéance. Et ce qui est marrant, c'est qu'il commence très haut, mais ça, c'est avant l'enterrement. Et on le voit, en fait, la scène d'ouverture, c'est lui qui est en train de se motiver pour faire son discours. Enfin, se motiver, il n'a même pas besoin de se motiver, il est à fond, quoi. Et il est en train de dire, comme vous pouvez le voir, me voici parlant fort au sujet de mon père. Je suis le roi bite, le roi de la bite. Prosternez-vous devant moi. Et à un moment, il parle à son miroir, donc dans cette espèce d'impro solitaire en préparation à son discours, et il dit... Est-ce que je vous rappellerai pas un petit peu mon père par hasard? Donc on sent vraiment, c'est ce qu'on avait dit dans les épisodes précédents, on sent qu'il a cette aspiration à être son père. Et en plus, c'est un carnaval de blagues, toutes les plus horribles les unes que les autres, sur le fait que donc il s'est tapé Shiv, que quand elle va allaiter son bébé, ça va être hyper sexy, il va devoir se masturber devant elle. Et il dit qu'il va se taper Marcia, qu'elle est très sexy comme femme endeuillée, qu'il va se taper Marcia carrément sur le cercueil de son père. Donc il enchaîne les blagues comme ça. C'est pour couvrir évidemment quelque chose, il est en plein déni, mais on le sait depuis plusieurs épisodes, mais c'est vrai que le contraste avec l'épisode précédent est assez saisissant. Et vraiment, quand il arrive sur scène, et moi, cette scène, j'ai eu du mal à la regarder. C'est-à-dire que j'ai fait avance rapide, en fait. Ah ouais? Et je suis revenue en arrière après, parce que j'étais là, c'est pas possible. C'était insoutenable, parce qu'il s'écroule. Et d'un coup, en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il avait tellement de bravade avant, et là, il arrive, il est désarçonné, on le sent par le discours de Iwan, qui a été très fort, et qui n'était pas prévu, surtout. Et il arrive sur scène, et il se transforme en petit garçon. Il a une petite voix, il n'arrive pas à aligner une phrase, et d'un coup, il voit le cercueil de son père et il s'écroule. Cette scène est vraiment magnifique. Kieran Culkin est excellent depuis le début de la série, mais là, on parle beaucoup de Amy et on a beaucoup parlé de Sarah Snook depuis le début de la saison, mais là, c'est la scène de Kieran Culkin aussi. On voit vraiment
le vernis du déni qui est en train de craquer et il a tenu tellement longtemps et on sentait en fait de plus en plus fébrile depuis l'épisode en Norvège en fait. On sentait que ça allait pas tenir. Et ce qui est déchirant quand même, c'est quand il dit à son frère et à sa sœur et qu'il leur dit papa est dedans et dans le cercueil, on dirait qu'il réalise pour la première fois et il dit est-ce qu'on peut pas le sortir, on peut pas le sortir. Et vraiment, à partir de là, en fait, déjà, il est humilié devant toute la salle et devant tous ses proches, parce que c'est comme ça que c'est perçu dans cet univers. Il n'y a pas trop d'indulgence pour des moments comme ça. D'ailleurs, il se moque de lui à la fin en écoutant le bruit de ses sanglots et en le comparant à une scie. Même Ken, qui devient très cruel quand même, lui dit « tu as merdé ». Et il lui dit plusieurs fois « t'as merdé, c'est à cause de toi qu'on est en train de perdre le soutien de Mencken ». Il était au sommet du monde au début de l'épisode et à l'épisode précédent. Et là, vraiment, comme tu dis, il est plus bactère, quoi. C'est une déchéance totale. Et c'était prévisible, mais c'est vrai que c'est assez stupéfiant à observer. Cet épisode est extrêmement bien écrit parce qu'il y a beaucoup de pathos, il y a aussi beaucoup de comédie et en fait, ça part jamais trop loin. Mais quand juste avant, il est en train de dire à Shiv, tu sais, quoi qu'il arrive, je vais continuer à faire des blagues vraiment horribles. Et en fait, il se retrouve à un moment où il ne peut plus en faire. Et c'est vrai que on n'a jamais vu ça en fait chez Roman. Il est toujours en train d'utiliser l'humour comme carapace. Moi, ça m'a vraiment bouleversée. Pour le coup, j'ai pas fait avance rapide. Je me retenais de pleurer puisque j'étais entourée de journalistes dans une pièce. Mais j'ai trouvé ça vraiment très, très émouvant et extrêmement bien interprété. Hey, get out of jail free card. Another one. On passe au top 2. En seconde position, tu choisis qui? Bah, moi, en seconde position, j'en ai mis 2. En gros, je voyais pas un peu comme pour le bottom, pour moi, il y a un top très clair, un bottom très clair et tout le reste, pour moi, c'est changeant. Mais c'est un peu ce que je me dis toutes les semaines et j'ai pensé déjà à Johan, qui fait un discours vraiment exceptionnel et qui gagne l'épisode, juste parce que, il fait taire toute l'assemblée et il a, en fait, ce très long monologue qui est stupéfiant, où il nous raconte enfin toute la backstory de Logan, qu'on avait compris en fait par bribes depuis le début de la saison, mais là on comprend qu'il s'en veut pour la mort de sa sœur parce qu'il pense qu'il lui a ramené la polio, qu'ils ont passé plusieurs jours, alors qu'ils avaient 4 et 5 ans, enfermés dans un bateau où ils ne pouvaient pas parler parce qu'ils avaient peur qu'on les tue. Enfin, c'est extrêmement sombre. Et donc, rien que pour ça, pour moi, il a gagné l'épisode et je voulais le mettre dans le top. Mais j'ai aussi pensé à Jerry, qui vit sa meilleure vie depuis qu'elle s'est libérée des griffes de l'entreprise et qui se fout de la gueule de Frank et Carl en leur disant « Non, mais vous avez vraiment un syndrome de Stockholm, c'est pas possible, quoi. » Et qui a l'air pas du tout affecté par l'enterrement, alors que Frank, on sent quand même, c'était un ami de Logan, on sent qu'il est très touché. Jerry, YOLO, elle est en train de boire son champagne, elle est trop contente. Donc, bravo Jerry. D'ailleurs, c'est émouvant sa réaction à Jerry à l'effondrement de Roman, parce qu'on sent qu'elle a un instinct un peu maternel à ce moment-là. Alors, j'avoue que là, je suis vraiment très perturbée psychologiquement et dérangée, mais j'ai même espéré à ce moment-là qu'ils allaient coucher ensemble. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment où Roman va enfin pouvoir pécho de Jerry parce qu'elle a été hyper émue, mais c'est parce que je suis trop basique. Je veux juste qu'il se passe un truc entre eux alors que je sais que c'est extrêmement toxique. Désolée, c'est vraiment une pensée qui m'a traversé l'esprit très, très brièvement pendant cet épisode. C'est qui, toi, ton numéro 2 du top 2? Pour moi, Shiv est très, très bien placé. Et je pense que c'est parce que je pense aussi à la fin et à qui est en meilleure position pour gagner. Il y a un numéro 1, on va en parler, je pense qu'on a le même. Mais Shiv, en fait, bon, c'est vrai qu'elle a son discours qui est très awkward et qui arrive après le discours de Ken qui était très bien. Et j'ai un peu paniqué, je me suis dit non, ça va refaire une romane, ça va être un truc horrible. Et en fait, quand même, elle arrive à bien le conclure et surtout, elle a une phrase à la fin de son discours où elle dit Dear, dear world of a father, donc son cher monde de père. J'ai trouvé cette phrase très, très émouvante et très juste. Alors, elle est affaiblie par sa situation de grossesse. Très clairement, c'est quelque chose qui est utilisé contre elle à plusieurs reprises et qui lui est renvoyé en pleine tête. Par Matsson aussi, quand elle lui propose d'être le CEO américain de Waystar s'il rachète Waystar. Il lui dit qu'elle est enceinte et elle lui dit tout de suite « Non, mais je suis du genre à prendre un congé maternité de 36 heures, il n'y a pas de problème. » Et il est un petit peu impressionné et amusé par ce qu'elle dit. Donc, c'est assez horrible. Mais en même temps, elle lui donne un très bon conseil au début. C'est encore une fois son côté expert de la com. Elle lui dit de lâcher les infos qui peuvent l'endommager sur les chiffres bidons en Inde. Elle lui dit de le lâcher à ce moment-là parce que personne ne va y prêter attention. Et il le fait et ça fonctionne. Sa situation avec Tom s'améliore aussi, on en a parlé. Et quand même, à la fin de l'épisode, elle termine avec Mencken visiblement
OK pour soutenir l'acquisition par Matsson de l'entreprise et Matsson qui a l'air d'être d'accord avec son projet à elle pour qu'elle devienne la CEO de Waystar Roco. Donc, elle est en très bonne position. Après, moi, j'ai mes doutes sur Matsson et sur sa réelle intention. En tout cas, à la fin de l'épisode, elle est quand même très, très bien positionnée. Donc, pour moi, elle est vraiment dans une situation de force. Je partage ton analyse, mais en fait, moi, ce qui me freine un peu trop, c'est que, pour moi, Matsson comme Mencken sont des anguilles et il y a aucun moyen qu'on termine, cette série avec, un alignement, je pense, 100 satisfaisant de la part de l'un ou de l'autre avec la fratrie. Enfin, en tout cas, je serais surprise, on va peut-être faire des prédictions après, mais je pense pas que ça se termine entre guillemets «bien» pour eux et donc je pense que je me suis tellement habituée aussi à la formule répétitive de Succession que pour moi, tout gain de succès et de pouvoir ne dure jamais très longtemps et donc même le petit gain de Shiv, j'ai du mal à le voir comme un vrai pouvoir, quoi. Je suis d'accord. Moi, je pense pas que ça va durer, mais je pense que dans le cadre de cet épisode, elle est en position de pouvoir. Et donc encore une fois, je pense que le suspense est vraiment insoutenable concernant le numéro 1 qui est le winner de la semaine. Bah, c'est Kendall, hein, qui est en train de se transformer vraiment en son père. Il commence l'épisode vraiment de façon horrible, donc en agressant Rava et en étant très agressif aussi avec Jess. Mais le moment de métamorphose, c'est vraiment le discours, c'est-à-dire qu'après que Roman s'effondre, Kendall monte au pupitre et improvise un discours qui est incroyable, faut le dire. C'est-à-dire que idéologiquement, c'est dégueulasse, hein, mais en termes déjà de ce qu'il dit de son père, c'est très juste. Il a vraiment une description de son père où il parle du fait que, ben, oui, il était dur, oui, il était horrible, mais c'était le genre de personne qui rentrait dans n'importe quelle pièce et quand il rentrait, il était à l'aise et qu'il avait une force en lui, une force brutale, mais une force que lui aimerait avoir et qu'il espère avoir en lui aussi. Et en fait, dans ce moment-là, on se rend compte qu'il l'a. Et c'est ce qu'on voit un peu depuis la mort de Logan, on en avait déjà parlé, mais il est libéré vraiment d'un poids et il est en train d'incarner de plus en plus son père. Et surtout, il y a un moment dans le discours où il parle de l'argent parce qu'il parle, en fait, il dit regardez les vies, les existences, les choses qu'il a créées en parlant de son père et l'argent, oui, l'argent, l'élément vital, l'oxygène de cette magnifique civilisation que nous avons construite de la Terre. L'argent, les corpuscules de vie qui se répandent dans cette nation, ce monde qui remplit chaque homme de désirs, nourrissant les ambitions de propriété, d'action, d'échange, de profit, de construction. Il improvise tout ça quand même, c'est assez ouf. Et là, à ce moment-là, il y a Matsson qui sourit et qui a l'air admiratif. Ça lui parle très clairement. Et il y a Mencken derrière qui sourit aussi. Et donc, il est en train de séduire les deux hommes les plus puissants de l'Assemblée. Et moi, je pense que Matsson risque de la mettre à l'envers à Shiv et de proposer le poste de CEO à Ken. En tout cas, si j'étais lui, c'est ce que je ferais. Même s'il est plus menaçant, je pense, pour lui, pour l'avenir. On a affaire à la naissance d'un requin, quoi. Et donc, pour moi, il est vraiment le plus puissant de cet épisode et je pense que tu es d'accord. Oui, je suis complètement d'accord. C'est marrant parce que, cette scène au début du discours de Kendall, moi, j'étais pas 100 convaincue parce que comme tu le dis, il y avait quand même, la notion de, enfin, je pense que j'avais du mal à accepter qu'il bascule aussi loin dans quelque chose d'aussi dégueulasse et qu'il utilise, ce moment qui est censé être un moment de recueillement pour, son père décédé, pour en fait, avancer, une position idéologique et une position de business, quoi. Et quand il a dit les corpuscules de la vie, j'ai vraiment levé les yeux au ciel et ça m'a rappelé le discours de Logan dans la newsroom au début de la saison où en fait, il y a quand même quelque chose d'assez ridicule parfois dans la rhétorique employée par ces hommes et que ça veut rien dire au final. Mais après, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça a réussi exactement ce que ça cherche à faire. Je pense pas que ce soit un discours qu'il planifie pour faire avancer quelque chose au niveau du business. Je pense qu'il le pense vraiment idéologiquement et que en fait, il est en train de présenter l'idéologie de son père et pourquoi ça l'inspire, quoi. En fait, moi, je l'ai pas vu comme un moment de stratégie pour lui, quoi. Mais pour moi non plus. Je pense que le personnage, de Kendall se transforme au fil de ce discours et que c'est un point de bascule pour lui. Je pense pas qu'il monte sur scène en se disant: «C'est le moment où je vais séduire Matsson et Mencken». C'est pas ce que je voulais dire. Par contre, ce que je veux dire, c'est que c'est l'effet de la scène et c'est l'effet du discours et il le réalise au moment où il est en train de parler. Il comprend très clairement qu'il y a quelque chose de stratégique qui est en train de se mettre en place et qu'il est en train de faire campagne au moment où il est en train de parler. Et donc ça, je pense que c'est un moment qui est assez laid à voir quand on a aimé Kendall, pendant toutes ces saisons. Il y a quand même, comme pour Shiv, un côté improvisationnel, très fort dans ses discours, au moment de l'enterrement, qui fait que ça crée quand même une petite réaction cringe chez nous parce qu'on se dit: «Oh là là, il est vraiment sur un fil. Est-ce qu'il va réussir à faire ce qu'il cherche à faire?»
Et au moment où Mencken et Matsson sourient, j'ai mis dans mes notes pourquoi ils sourient. Parce que ça m'a pas paru évident tout de suite. Au début, j'ai même eu peur qu'il soit en train de se moquer de lui ou de le voir de manière dérisoire parce que c'est au moment où il dit les corpuscules de la vie. Et que pour moi, les corpuscules de la vie, c'est pas une super réplique, quoi. Enfin, vraiment, j'étais ah mec, ta gueule, quoi. Ça me faisait plus penser à Connor, en fait, qu'à quelque chose de particulièrement éloquent. Mais après, je rejoins tout ce que tu as dit au début sur le fait que le discours est assez brillant. C'est vrai que moi, je me suis posé la question pendant le premier visionnage et j'ai eu la chance de pouvoir le revoir après. Et même, j'ai noté en fait tout le discours et j'ai noté là où il sourit précisément. En fait, il sourit juste après où il dit l'argent nourrit les ambitions de propriété, d'action, d'échange, de profit, de construction. Enfin, c'est tout ce que bâtit l'argent et on est face à deux mecs qui sont là-dedans aussi, quoi. Et qui sont séduits par le pouvoir de l'argent. Donc, il y a un truc où tu sens qu'en même temps, ils sont un peu genre, est-ce que c'est ridicule ou est-ce que c'est hyper convaincant? Mais tu sens qu'ils sont séduits quand même. Et surtout, il y a une petite tape sur l'épaule après, quand il quitte l'église. Il y a Matsson qui lui fait une petite tape sur l'épaule qui, pour moi, était un geste de sympathie vraiment. Tu sens qu'il a été convaincu, quoi. Bah, en fait, moi, c'est à ce moment-là que je suis revenue dans le paragraphe de mes notes où j'avais écrit pourquoi et où je me suis dit ah parce que il a fait mouche en fait. Mais j'en étais pas sûre au moment où j'ai vu la scène et c'est vraiment que après que j'ai compris que Matsson avait été séduit. Je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est que Mencken et Matsson sont pas particulièrement éloquents en fait et que Kendall là, je pense, les impressionne beaucoup plus que Shiv et Roman dans un domaine que eux-mêmes ne maîtrisent pas particulièrement bien. And Sandy's the angriest fucking vegetable. Est-ce que tu as une meilleure réplique? J'en ai pas mal, mais ma préférée, enfin celle qui m'a vraiment fait éclater de rire, encore une fois en public, donc j'étais un peu gênée, c'est Matsson qui parle à Shiv et qui dit que les États-Unis ne sont une démocratie que depuis à peu près 50 ans. Et là, on voit Shiv qui a un moment d'hésitation et lui dit, enfin, sauf si tu ne comptes pas les Noirs, ce qui est une très mauvaise habitude chez vous quand même. J'ai trouvé ça mais absolument brillant. Enfin, en fait, j'adore quand Matsson prend de haut les Américains Moi aussi, ouais. et leur rappelle que l'Europe est supérieure. Une de mes préférées, je pense que c'est Shiv qui voit sa mère arriver et qui dit « La voilà, je pensais bien avoir entendu des pleurs de Dalmatien ». Donc, elle compare sa mère à Cruella, c'est quand même pas mal. Ce qui m'a fait rire, c'est, je sais même pas trop comment on peut traduire ça, mais c'est quand Roman dit Discord make my dick hard. Oui. Oui. C'est brillant. Enfin, vraiment, cet épisode est extrêmement bien écrit parce que c'est aussi bien d'un point de vue de trame narrative et de progression psychologique des personnages que vraiment avec toutes ces petites répliques qui sont vraiment très, très bonnes. Il y en a d'autres aussi. Il y en a une au moment où ils sont dans le mausolée. Donc, il découvre le mausolée et tout ça, et il voit qu'il y a d'autres places. Il y a Ken qui se tourne vers Shiv et qui lui dit « Ça t'intéresse ?» Donc, de prendre place là-dedans. Et elle dit « Oui, une chance d'apprendre à le connaître » en parlant de son père. Et là, il y a Connor qui dit à Ken « Et toi ?» Et Ken qui répond « Je ne sais pas, j'avais du mal à finir un verre de scotch avec lui. » Et là, la réplique horrible de Roman qui fait « Il me faisait respirer bizarrement. » C'est horrible, c'est tellement dark. Ils résument leur relation avec leur père en 2 phrases, quoi. Et devant le mausolée aussi, qui, c'est vrai, est assez kitsch, Shiv demande est-ce qu'il était dans une guerre d'enchères avec Staline et Liberace? Parce qu'il a acheté en réduction aux enchères, quand même. Et après, elle dit qu'il pourra avoir une réduction d'impôt dessus puisque techniquement, c'est une résidence. Ouais, c'est ça. Yeah, you need any help. Seriously, any help, any advice. Just, don't fucking bother, okay? C'est quoi pour toi la réplique la plus dark de l'épisode? Pour moi, c'est Peter, donc le mari de Caroline, qui, quand il voit les enfants à l'enterrement de leur père, donc leur dit « Daddy's here », papa est là, en parlant de lui-même. C'est quand même un haut niveau, c'est génial. Toi, c'était quoi la réplique la plus dark? Bah, on n'en a pas parlé quand même sur l'ascension de Kendall dans cet épisode, mais à la fin, il a une discussion avec Hugo qui nous permet de comprendre que vraiment, ça y est, il n'y a plus vraiment de machine arrière possible pour lui. Et il dit à Hugo qu'ils vont devenir les rois du monde. Et il lui dit « Tu peux me rejoindre, mais ce ne sera pas une collaboration, tu seras mon chien. Est-ce que tu es content ?» Et Hugo lui répond « Wouf wouf ». Vraiment, je pense que déjà, c'est extrêmement dark, mais aussi que ça fait partie de ces répliques de succession qui vont devenir très cultes. Really big fucking F. La meilleure insulte? J'ai beaucoup rigolé aussi parce que c'est vraiment marrant que ça vienne de sa propre femme, mais Caroline adore se moquer de son mari
Et elle dit déjà, je crois qu'il a amené son carnet d'autographes, pour l'enterrement et après elle dit: «Regarde-le, il est en train de se rouler comme un labrador dans une jolie pile de sénateurs». Vraiment exceptionnel. C'est quoi toi ton insulte préférée? Bah, moi, c'est le discours de Yuan quand même qui commence en se remémorant les souvenirs horribles de son enfance avec Logan, mais c'est assez tendre et c'est assez émouvant. Mais après, il part dans une toute autre route, ce qui était un peu ce que tout le monde redoutait et la raison pour laquelle il voulait pas le laisser parler. Mais il dit quand même: «Il a fait pourrir les choses les plus terribles, il a assombri le ciel, fermé les cœurs des hommes, nourri cette flamme sombre qu'ont les hommes, cette flamme dure, mauvaise, qui réchauffe le cœur de certains alors que d'autres sont de glace. Ce n'était pas un homme généreux, il était méchant et il avait une vision méchante du monde. Il a nourri une certaine petitesse chez les hommes, peut-être parce qu'il avait lui-même quelque chose de petit». Comme éloge funèbre, c'est compliqué quand même. Ouais, bah, c'est génial, ça m'a rappelé, Hérédité, Ouais, moi aussi. ouais, qu'on avait fait dans Ami il y a pas longtemps, You're my boy. You're my number one boy. C'est qui ton number one boy? Mon number one boy, c'est la morve de Kendall Mmh. et au premier plan pendant très longtemps dans cet épisode et notamment pendant tout son discours à l'enterrement. J'avais vraiment envie de lui tendre un mouchoir. Et toi, c'est qui? Bah, moi, c'est, Ewan et James Cromwell qui joue Ewan. Il est vraiment incroyable dans cette scène. Ce discours, j'étais fixée à l'écran. C'est à la fois drôle, brillant, émouvant par moments. C'est la seule voix de la raison et de la morale dans cet épisode et le seul qui appelle justement à faire un effort et à rester bon. Et ce qui est horrible, en fait, c'est de voir que l'impact du discours de Ken juste après, qui séduit beaucoup plus le public présent, alors qu'il a justement un discours totalement cynique et capitaliste et mercantile et déshumanisant. Mais Ewan, vraiment un mensch, quoi. Un mensch, en plus un peu méchant et enfin donc c'est pas vraiment un mensch, mais il est dur et quand il envoie péter Greg, c'est génial. Bon, la semaine prochaine, c'est le final. Difficile d'y croire, hein, on y est. Tu as des prédictions? On en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu as des prédictions en plus? Le seul truc auquel je pense, c'est Jess. J'ai senti Jess, d'ailleurs, j'ai hésité même à la mettre dans mon top cette semaine. Elle prend beaucoup plus de confiance en elle et de liberté dans ses propos depuis 2 épisodes et il y a un plan qui reste assez longtemps sur elle, après le moment où Hugo vient voir Kendall pour lui dire, Shiv est en train de faire, les yeux doux à Mencken. On a l'impression que Jess, à ce moment-là, a reçu une information très importante. On a l'impression qu'il y a un truc qui fait tilt dans sa tête et alors que j'étais assez pressée en regardant l'épisode, je me suis vraiment arrêtée sur ce plan-là. Donc je me demande si Jess va pas nous faire une Greg, en fait. Si, le côté, assistante, qui est un peu l'eau qui dort, depuis le début, va pas lui permettre de jouer un rôle assez important dans le final, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que Jess et Ebba, dans l'équipe de Matsson, il faut se méfier d'elle ou en tout cas, il faut s'attendre à ce qu'elle joue un rôle important, dans le final, d'une manière ou d'une autre, du côté stratégie, en tout cas. Ma prédiction, je dirais, c'est que, bah, au final, la série a commencé sur Ken. Je pense qu'elle va finir sur Ken et je pense que c'est une histoire, c'est peut-être très classique ce que je dis, mais une histoire de anti-héros qu'on a appris à aimer, qui a été, très, attendrissant par moments et vulnérable et qui, en fait, se transforme en monstre, qui va un peu écraser tout le monde pour le devenir. On le voit à la fin de l'épisode avec Roman quand même, le discours qu'il lui fait, c'est horrible, alors que son frère est déjà plus bactère, quoi. Et vraiment, il est prêt aussi à il s'est senti trahi par Shiv, mais il y a vraiment, tu sens qu'il est prêt à, bah, littéralement tuer père et mère, quoi. Mmh. Donc à mon avis, Matsson, je pense vraiment pas qu'il va donner le poste à Shiv. À mon avis, il va y avoir un petit accord entre le boys club, là. Ouais, moi, j'ai vraiment du mal à voir Shiv, gagner, en fait, dans cette série. Oui, moi aussi, ça serait beaucoup trop, positif et optimiste. Même si c'est vraiment pas un personnage sympathique par plein d'aspects, mais voir une femme déjà gagner dans ce monde-là, une femme qui est plus libérale que les autres, bon, même si elle a eu aucun mal à renoncer à ses principes, hein, quand il s'agit d'avancer son propre pouvoir, hein, mais Ouais, là, franchement, elle a chié sur ses valeurs, assez rapidement dans cet épisode. Tu parlais d'incohérence au début, là, ça m'a un peu frappée. Moi, je pense que si je devais faire une prédiction, en tout cas sur Shiv, je pense que, elle va pas du tout gagner quoi que ce soit côté business, mais je pense qu'elle va gagner l'amour avec Tom. Et qu'enfin, après tout ce temps,
Ils vont pouvoir se retrouver et se trouver, tout simplement, se connaître et s'apprécier à leur juste valeur, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire avant. J'aime ton optimisme et je le partage. Et moi, mon questionnement, donc c'est pas une prédiction, mais je me demande en fait à quel point on va rester dans une chronologie aussi proche des événements ou s'il va y avoir un bond dans le temps à un moment dans l'épisode final. C'est ce que font beaucoup de finales et surtout beaucoup de finales qui ont une durée très longue. Je pense à Parks and Rec où genre la moitié de l'épisode était finalement genre 10 ans plus tard. Donc ouais, c'est pas à exclure. En même temps, je trouve qu'il y a une petite facilité là-dedans. Donc, j'aimerais pas non plus qu'ils partent trop. On l'a tellement vu justement que j'aimerais pas qu'ils fassent ça nécessairement, mais peut-être quelques mois plus tard déjà. Mais ça sera peut-être plus fort s'ils le laissent justement dans une chronologie aussi resserrée. Faut voir. Disons que c'est très classique en fait. Donc s'ils font ça, ce sera pas particulièrement iconoclaste quoi. Si on finit sur un montage de Shiv et Tom en train de jouer au parc avec leur enfant, Ce serait bizarre. On voulait aussi vous prévenir que l'épisode pour le final va sûrement sortir un petit peu plus tard que d'habitude. Donc, au lieu du mardi matin, ce sera le mardi soir ou le mercredi. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir les screeners, déjà. Et parce que Anaïs vit sa plus belle vie. Enfin, je sais pas si c'est sa plus belle vie à Cannes. exactement. Et ça nous permettra aussi de le digérer un petit peu plus. Donc Voilà. je pense que tout le monde sera content d'avoir le temps d'y réfléchir. C'était PIC TV, spécial Succession. Merci Anaïs. Merci Marie et désolée pour les bruits constants d'hélicoptères. Je ne sais pas s'ils s'entendront au final, mais c'est ça la célébrité. Et merci à vous les Pikis de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le final de Succession. N'hésitez pas à suivre cette dernière saison avec nous et à nous faire tous vos retours sur les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous sur Tom et Shiv, vous avez tort. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast Ami, diffusé tous les vendredis et dans lequel on se fait redécouvrir des œuvres cultes du cinéma romantique et du cinéma d'horreur. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.